Bonjour à toutes et à tous. Et merci d'être si nombreux dans ce salon. J'ai un petit mot à dire au départ pour remercier les partenaires du salon. Remercier d'abord évidemment la Fondation pour l'école qui a organisé tout ce salon et c'est un travail de plusieurs mois. Et je souhaite remercier aussi les partenaires Zen Educ, la Lab School Paris, je suis un peu impliquée, mais le centre de formation Montessori Francophonie, accrédité par l'association Montessori International. Ça va, vous m'entendez bien là? D'accord. Donc je suis très heureuse de partager ce moment avec vous, de partager ce moment avec Emeline et Jérôme, à qui je vais demander de se présenter dans quelques secondes. Juste quelques mots sur le contexte qui nous a amenés à nous rencontrer ici. Moi, je suis maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales. Mes recherches portent sur le bien-être à l'école et sur l'innovation pédagogique. Et j'ai créé, entre autres, un réseau qui s'appelle le Lab School Network et qui vise à faire se rencontrer différents acteurs éducatifs qui ne se rencontrent pas toujours facilement, des chercheurs, des enseignants, des parents, des associations, des entrepreneurs. Et donc, c'est un petit peu le reflet du Lab School Network que j'ai choisi de réunir ici autour de cette table ronde, si on peut dire, sur la motivation des enseignants et des élèves, donc, puisque Emeline est enseignante et Jérôme est entrepreneur et élève. Voilà, on est tous élèves. Voilà, Emeline, tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Bonjour, moi je suis professeure dans un collège public dans le 94 et avec les années, je me suis rendu compte qu'il y avait un souci de motivation, d'aide aux élèves et du coup je travaille sur plusieurs pôles, les débats philo, le bien-être à l'école, la coopération et le décrochage scolaire pour que les élèves puissent accrocher ou raccrocher. Bonjour, je m'appelle Jérôme Saltet, j'ai créé une entreprise avec deux amis qui s'appelle Playback et qui édite des concepts éducatifs pour les enfants. Vous connaissez peut-être Les Incollables ou le journal Mon Quotidien, Le Petit Quotidien, L'Actu. Et il y a une quinzaine d'années, on s'est dit que cette entreprise qui était née sous une étoile qu'on définissait comme étant changer l'éducation, on s'est dit il y a une quinzaine d'années qu'il fallait qu'on incarne cette mission, cette belle mission, dans un projet à but non lucratif. Et on s'est donc lancé dans l'idée de rechercher le mode d'emploi d'un collège entre guillemets, idéal. Et on a affiné un petit peu cette mission en essayant d'aider l'éducation nationale à changer le collège. Et on ouvrira dans 2 ans maintenant à Mantes-la-Jolie le résultat de cette démarche. Oui. Et donc c'est dans ce contexte-là que, à propos de la motivation, on va se poser plein de questions. On va essayer de parler à la fois des expériences réussies, des choses qu'on a pu mettre en place, mais aussi parce que très souvent, c'est un peu intimidant quand on entend les gens parler de leur réussite, pouvoir évoquer les obstacles, les choses qui ont été surmontées, éventuellement même les échecs, enfin des échecs pas forcément, mais en tout cas des difficultés à surmonter. Et en ce qui concerne la motivation, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de théories. Il y a même un chercheur de l'université de Nanterre qui s'appelle Fabien Fenouillet qui en a dénombré 101 et il a écrit tout un livre là-dessus. Donc on ne va pas du tout rentrer nous dans les théories de la motivation, mais plutôt s'intéresser à leurs effets. Et pour moi, la motivation, c'est aussi quelque chose qui existe en amont et qui fait qu'on se lève le matin, on sait pourquoi on se lève. On sait que c'est un problème récurrent des enseignants de motiver les élèves dans les apprentissages. C'est aussi, je pense, un problème récurrent des enseignants de continuer à rester motivés pour, année après année, jusqu'à la retraite, continuer à bien avancer et à bien travailler. Donc voilà, c'est un petit peu toutes ces questions-là que j'avais envie d'évoquer avec vous. Et en commençant par donner la parole à Emeline et à Jérôme pour décrire leur propre projet, ce à partir de quoi ils parlent. Jérôme, à partir du projet de Mantes-la-Jolie, beaucoup autour de la motivation des enseignants et Emeline autour de celle des élèves. Donc, je sais pas, tu veux commencer, Jérôme? Oui, je peux commencer peut-être en disant que ce sujet de la motivation à la fois des enseignants et des enseignés est apparu comme étant crucial dès le début de la recherche. Et peut-être aussi en disant qu'on a passé 2 ans au début, il y a donc 15 ans, à se tromper complètement d'objet et à perdre notre temps pour une raison assez simple que je vais essayer de partager avec vous, c'est qu'on a pris les choses à l'envers.
Et en fait, je crois que c'est souvent ce qu'on fait en matière d'éducation. Prendre les choses à l'envers, ça veut dire qu'on s'est attaché à chercher les moyens, les gadgets, les façons de faire pour créer de la motivation, à la fois de la motivation pour enseigner et de la motivation pour apprendre. Et donc, on s'est penché sur comment faut-il organiser les locaux, comment faut-il recruter les enseignants, comment faut-il organiser les emplois du temps, changer ceci, cela, jusqu'au jour où on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de colonne vertébrale dans notre histoire. Et pourquoi il n'y avait pas de colonne vertébrale? Je vais faire un petit détour. En fait, l'étincelle m'est venue un jour où je visitais un musée en Afrique du Sud, qui est le musée de l'apartheid du Cap. Et dans ce musée, il y a une affiche. Et cette affiche reprend une citation d'un survivant des camps de concentration. Et le survivant en question fait ce que d'ailleurs beaucoup d'entre eux ont fait, c'est-à-dire qu'il fait des tours des écoles pour raconter son expérience aux enfants et aux enseignants, évidemment. Et là, il dit, vous savez, j'ai un petit sujet avec l'éducation. Parce que dans les camps de concentration, j'ai vu des ingénieurs surdiplômés qui fabriquaient des machines infernales. J'ai vu des médecins qui avaient fait 12 ans d'études et qui tuaient des bébés. J'ai vu des choses épouvantables faites par des gens surdiplômés qui avaient fait un parcours éducatif extraordinaire. Donc je me méfie de l'éducation. Et il termine sa citation en disant, enfin sa phrase, en disant « Chers enseignants, je ne vous demande qu'une seule chose, c'est faites des enfants plus humains. » Et je me suis dit que ce qu'on avait loupé dans notre histoire, c'est qu'on n'avait pas parlé de l'objectif. Et en réalité, je pense qu'on fait souvent, complètement à tort, l'économie de cette réflexion. Je ne sais pas combien y a-t-il qui est enseignant dans le... Presque tout le monde. Qui a... pardon ? Oui, alors les autres sont... Mais de toute façon, les autres doivent, à mon avis, partager la réflexion. Est-ce que les uns et les autres, nous pouvons dire en une phrase simple quel est l'objectif de l'éducation ? Quel est notre métier ? Qui peut faire ça tout de suite, là, comme ça, spontanément, dire en une phrase simple, c'est quoi mon métier? Voilà. Allez, non, mais allez-y, parce que c'est sûr qu'il y en a quand même. C'est sûr. Vous voyez, ça rate jamais. C'est-à-dire qu'il y a à peu près moins de 10% des gens dans une salle qui peuvent faire ça. Ça ne veut pas dire que les autres, ne pouvant pas, sont disqualifiés de quoi que ce soit. Bien sûr que non. Mais ça veut dire qu'on n'a pas posé cette réflexion. Et ne posant pas cette réflexion, on met les choses à l'envers, comme je l'ai fait pendant 2 ans. Et mettant les choses à l'envers, on confond les objectifs et les moyens et on sacralise les moyens. Alors qu'il faut sacraliser l'objectif. Alors, je vais à la conclusion de l'affaire, parce que si on n'aurait pas le temps. Mais donc, on a posé, comme nous incitait à le faire, ce survivant des camps de concentration, un objectif, et un objectif exprimé en termes humanistes. Pour le projet de Mantes-la-Jolie, c'est devenu former des citoyens autonomes, responsables, entreprenants et heureux. Ça, c'est notre phrase, mais elle ne s'impose pas du tout à tout le monde. Si vous faisiez un petit groupe de travail entre vous, vous écririez une autre phrase. Et ça irait très bien. Mais elle est exprimée en termes humanistes. D'accord ? Et à partir de là, la question devient comment on fait pour y arriver. Et d'une certaine manière, on s'en fiche. C'est-à-dire qu'on essaye des choses, et si ça ne marche pas, on change. Alors que ce qu'on fait en général dans l'éducation, et dans l'éducation nationale en particulier, c'est qu'on pose les manières de faire, on sacralise les manières de faire, et ensuite on avance. Et on avance sur un plus petit commun dénominateur qui est faire le programme. Or, faire le programme, ce n'est pas notre sujet. Vous voyez ? Et en termes de motivation pour enseigner et de motivation pour apprendre, je pense que c'est ça notre colonne vertébrale. Je m'arrête là pour le moment. Moi, j'aurais évidemment plein de questions et je pense qu'il y aura plein de questions dans la salle tout à l'heure. J'en aurais juste une avant de donner la parole à Emeline. C'est à partir du moment où tu as cette colonne vertébrale et où l'objectif est défini, quelle réception de la part des enseignants avec lesquels tu construis ce projet ? Alors le mot horrible de ta question, c'est réception.
Mais c'est pas une bonne question. Je te le dis en toute amitié, évidemment. Mais non, pourquoi réception? Parce que justement, l'idée n'est pas d'arriver en disant voilà ce qu'il faut faire. L'idée n'est pas d'arriver en disant voilà l'objectif et il s'impose à vous et vous devez partir de là pour créer votre projet. C'est pas ça. C'est imaginer quel est l'objectif, essayer de le penser ensemble. Et donc vous êtes acteur de la chose. Vous n'êtes pas passif, vous n'êtes pas récepteur d'un message qui vous vient de l'extérieur. Et c'est très crucial. C'est-à-dire qu'il faut s'approprier entièrement le sujet en partant de l'objectif et ensuite en imaginant les moyens. En revanche, à partir du moment où on prend les choses comme ça, on se rend compte qu'un fil rouge de stratégie apparaît assez naturellement. C'est-à-dire qu'on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour former des citoyens déjà? Rien que ça. Et bien pour former des citoyens, il faut, on va se dire, vraiment je prends des exemples, mais c'est interchangeable. On va se dire, il faut apprendre à débattre. Comment on fait pour apprendre à débattre? Il faut créer les conditions du débat. D'abord, c'est quoi débattre? Ça veut dire écouter, ça veut dire convaincre, ça veut dire des tas de choses. Donc il faut créer des mécanismes qui permettent l'écoute, etc. Et ça, c'est vrai du terme citoyen, mais l'autonomie, si on se dit l'autonomie est un objectif, alors à ce moment-là, quels sont les moyens de l'autonomie, etc. Je pense que je fais des bêtises avec le micro. Hein. Il faut que je parle plus fort ou moins fort? Ah, il faut que je parle moins fort. Ou alors que j'éloigne peut-être le micro. Bon, enfin, dites-moi quand je fais pas ce qu'il faut. Bref, chaque terme de l'objectif implique un certain nombre de stratégies. Et puis ces stratégies, on peut les changer. Il y a une chose qui est très importante et qu'il faut travailler avec les enseignants, ou plutôt avec l'équipe éducative. On reviendra peut-être là-dessus, parce que je pense qu'il n'y a pas que les enseignants qui forment une équipe éducative. Mais c'est de travailler la cohérence des moyens. Les moyens sont interchangeables, mais il faut absolument qu'ils soient cohérents entre eux par rapport à l'objectif qu'on poursuit. Et on se rend compte très souvent qu'on ne fait pas ça, c'est-à-dire qu'on a des bonnes idées, on les juxtapose, mais elles ne fonctionnent pas forcément bien les unes entre elles. Je vous donne un exemple, vous pouvez décider de faire du sport pendant la moitié du temps, mais si vous n'avez pas organisé tout, les locaux, la formation des enseignants, les accompagnants, le travail avec le territoire autour, pour pouvoir faire du sport la moitié du temps, eh ben votre idée, elle ne va pas fonctionner. Donc il faut que les moyens, les stratégies soient alignés par rapport à l'objectif qu'on poursuit. Oui, absolument. Et sur cette question de la cohérence, on pourra y revenir tout à l'heure, c'est souvent une des grandes difficultés, en tout cas dans le secondaire et même dans la plupart des écoles. Les enseignants disent qu'ils se retrouvent seuls face à leurs élèves, qu'il n'y a pas toujours autant de travail d'équipe qu'ils pourraient le souhaiter, en particulier au collège. Et donc, le fait de pouvoir définir ensemble les objectifs, c'est vraiment central. Alors, tu m'as offert une transition très facile par rapport à Emeline tout à l'heure. Ces fameux citoyens, eux, ils n'ont rien demandé. On leur a dit qu'il fallait qu'ils aillent à l'école. Ils n'ont peut-être même pas envie de devenir citoyens. Et ils n'ont pas envie d'être formés, ou pas forcément envie d'être formés, ou pas envie d'être formés comme nous, on veut les former. Et donc, c'est là aussi qu'il y a tout un travail à faire et sur lequel tu pourrais peut-être nous dire quelques mots, Emeline. Oui, puis je rebondis sur le côté humain dont parlait Jérôme. C'est-à-dire que moi, j'étais pas du tout partie pour faire ce que je fais maintenant. J'étais une élève dans les 3 premières de la classe toute ma scolarité. Je rentrais bien, j'avais que des profs gentils avec moi, sauf en prépa où je me prenais des tôles et des remarques méchantes. Mais pour moi, c'était normal, je l'avais bien intégré. C'est moi qui étais nulle. Et il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir mon premier poste où je l'avais demandé à Saint-Denis, que j'ai adoré, et où les élèves m'ont parlé. Ils m'ont parlé de la note, de la souffrance d'aller à l'école, de la souffrance de gérer l'extérieur, la maison et l'école, enfin plein de choses. Du coup, j'ai commencé à l'instinct et puis après, j'ai développé en rencontrant des gens comme les CARDI, je ne sais pas si vous connaissez, cellules académiques de recherche, développement, innovation et d'autres personnes. Et du coup, j'ai changé ma façon de faire. Et c'est vrai que, comme tu disais, Pascal, on est très seuls, ou alors on est des tout petits nombres à le faire. Parce qu'en général, les profs, on est des gens qui avons bien intégré le système, que notre formation, elle est purement didactique, comme tu disais, et que l'humain est complètement mis à part. Moi, on ne m'a jamais rien appris en termes d'éducation, c'est-à-dire l'humain. Et c'est très français, on est les seuls à avoir des CPE dans l'Union européenne, donc on balance souvent l'éducatif sur les CPE et on n'en fait pas. Les autres pays d'Europe le font. Donc, voilà, je sais pas si vous voulez... donc, par exemple, on va rebondir sur les débats. Nous, ça fait 3 ans qu'on fait des débats philo au collège. Ça existe déjà en primaire depuis longtemps, mais le collège est souvent un grand oublié de plein de choses.
Et du coup, on leur donne un espace de parole, et dans les moments méta après, c'est ce qui ressort le plus. C'est j'ai enfin pu dire ce que j'avais à dire, on m'a écouté, j'ai pu parler. Donc voilà. Et ce que je voulais rajouter aussi par rapport à ce que disait Jérôme, c'était que ce qui est important aussi, que plein de collègues ne comprennent pas ou ne ressentent pas, c'est qu'il faut agir avec les élèves comme on veut qu'ils agissent. Par exemple, tous les ans, mes élèves me regardent comme ça quand je veux prendre quelque chose qu'ils ont fait au tableau qui est bien. Je leur dis, est-ce que je peux sortir mon portable pour prendre la photo? Et ils me disent tous, bah oui, vous êtes prof. Je dis, bah non, vous n'avez pas le droit de le sortir. Pourquoi j'aurais l'autorisation de le sortir sans votre autorisation? Voilà, c'était un exemple. Bon, merci Emeline. Au Lab School Network, on a l'habitude de se rencontrer à peu près une fois par période entre chaque vacances, en groupe d'échange de pratiques, de partage de pratiques. Ça s'appelle les petites bulles d'oxygène, parce que ce sont les enseignants qui ont appelé ça les petites bulles d'oxygène, en disant que c'est ce qui leur donne parfois aussi l'énergie de continuer, de revenir. Et lors de ces petites bulles d'oxygène, on a l'habitude parfois de partager sur des difficultés qu'on rencontre. Et je me souviens que tu étais venue partager un moment d'atelier philo qui démarrait pas comme tu le voulais. Et ça m'intéresserait de savoir comment tu as surmonté tout ça. C'était aussi une difficulté d'équipe et de cohérence à mettre en place. C'était une classe co qui fonctionnait pas pendant un long moment l'année dernière. La classe co, je ne sais pas si oui. les non-enseignants savent ce que c'est. Classe coopérative, en fait, c'est changer de modèle complètement. Donc travailler en groupe, parce que apprendre à travailler en groupe, parce que mettre des enfants autour d'une table, c'est pas savoir forcément travailler en groupe. C'est ne plus avoir de conseil de classe, mais faire un suivi d'élèves par chaque prof. Chaque professeur est tuteur de un ou plusieurs élèves et fait un suivi particulier et un bilan à chaque trimestre au lieu du conseil de classe pour que les élèves agissent. C'est faire les heures de vie classe autrement qu'en faisant un discours frontal. On travaille en conseil d'élèves. C'est eux qui font l'ordre du jour et qui gèrent tout, la prise de parole, la synthèse, etc. Voilà. En gros, en résumé très rapide. Et du coup, l'an dernier, c'était ma deuxième classe coopérative que j'ai prise en troisième. Et donc, forcément, arrivé en troisième, ça fait 3 ans qu'ils ont intégré des codes pas du tout coopératifs. Et là, en plus, ils venaient de plusieurs quatrièmes qui avaient des profils extrêmement différents. Une qui s'est retrouvée par jeu d'options. Les collègues me comprendront, latin, allemand, tout ça. Donc, que des purs scolaires. Qui, donc, en quatrième, n'ont fait que du pur scolaire en frontal, qui étaient ravis comme ça, qui carburaient. Une classe qui n'a pas du tout pris au niveau alchimie. Et donc, personne ne parlait. Mais alors, du coup, je l'ai vu, les collègues m'ont appelé pour essayer de faire un débat philo. Personne n'a dit un mot. Et dans toute l'année, c'était comme ça. Sinon, il y avait des moqueries méchantes et une classe classique hétérogène. Et les collègues ont mélangé tout ça en troisième en disant « Ah, ça va être magique !» Faut que tu mettes le micro plus comme ça. C'est mieux? Non, pas comme ça, mais comme ça, je crois, non? Comme ça, c'est mieux? D'accord. Du coup, vous avez entendu quelque chose que j'ai dit avant? Oui, du tout, ça. Et du coup, nous, on avait demandé volontairement, on veut la troisième où il y a le plus de décrocheurs, le plus d'élèves en difficulté, on est un peu maso. Donc... Et on s'est retrouvés avec ça, avec ça, la classe, pas ça, les élèves. Et donc, on a fait des conseils calls. Les premiers, je me suis sentie très, très, très seule parce que je parlais toute seule. C'est pas grave, on s'est accroché, ça a bougé un peu, et puis après, c'est retombé au mois de décembre. Et du coup, aux petites bulles d'oxygène, j'en ai parlé parce que du coup, je savais plus quoi faire avec la classe. Et du coup, les cours n'avançaient pas. Tous mes collègues venaient me voir en me disant ils lèvent pas la main, ils participent pas, ils disent rien. Voilà. Donc, du coup, j'ai fait 2 choses. Comme on en a discuté, j'ai arrêté pendant une semaine les cours de français. Et à un moment donné, tant pis. Et on a repris des travaux en petits groupes en atelier. Et j'ai essayé de plus impliquer mes collègues, parce que là, c'était l'année où il y avait le moins de collègues volontaires pour faire la classe co. À savoir que dans les difficultés, vous n'aurez pas tous les collègues partant. Et moins il y en a, plus c'est lourd à porter. Et c'est là qu'on a changé, qu'on est sorti aussi du conseil de classe. Premier trimestre, on avait fait un vrai conseil de classe. Le deuxième, j'ai viré le conseil de classe. J'ai reçu tous les élèves un par un. J'ai essayé de venir au conseil de classe. C'était pas non plus une bonne idée. 3h30, mes collègues me détestaient. Mais déjà, ils avaient la parole, les enfants. Et du coup, ça a rebougé. Et du coup, c'est venu petit à petit. Donc, c'est comme disait Pascal, rien n'est magique. Ça n'a pas été parfait. Mais en fin d'année, tout le monde se parlait dans la classe. Ils levaient plus la main. Et il y avait quand même de la solidarité entre les différents types d'élèves. Mais il a fallu qu'à un moment donné... Les programmes, tant pis, quoi. Et il y a des inspecteurs, il y en a qui ne veulent pas entendre, mais il y a plein d'inspecteurs qui nous le disent. Moi, je me souviens à Saint-Denis, j'avais une super inspectrice de lettres et elle nous avait dit votre classe, ça ne fonctionne pas, il n'y a que la lecture qui marche, et vous laissez tomber les cours, vous faites que de la lecture, jusqu'à ce que ça bouge. Et du coup, moi, je m'accroche à ça, tant pis si les inspecteurs ne veulent pas. Et là, on a tout arrêté et on est reparti à la base. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous faites en groupe. Qu'est-ce que vous pourriez proposer de concret? Toujours du concret. De quoi vous avez besoin de ma part ou de la part d'autres adultes pour qu'on y arrive? Et on a fait ça et du coup ça a bougé. Encore une fois, c'est pas miraculeux, ça a été des petites choses qui ont bougé petit à petit.
Si, tout à fait. Ce que je trouve intéressant, c'est la manière dont tu décris ton changement de posture, hein, et puis aussi le fait que ce ne soit pas miraculeux, que ce ne soit pas instantané. Et j'avais envie de vous parler d'une recherche-action qu'on a menée récemment. C'est-à-dire que ma conviction en moi, c'est que le dialogue entre les enseignants et les chercheurs, ça peut nourrir tout le monde, ça peut amener aussi à être parfois rassuré sur les changements de pratique, même si ce n'est pas toujours évident. Et j'ai participé à une recherche-action dans une circonscription de Paris, le 17e arrondissement, où le pilotage a changé pour devenir ce qu'ils ont appelé une circonscription apprenante. Et on a fait une petite enquête, et les résultats de cette enquête, c'était notamment, il y en avait plusieurs, mais notamment que lorsqu'on change ses pratiques, lorsqu'on change sa posture, au début c'est très déstabilisant. Et ça, je trouvais ça encourageant que il y avait plus de 55% des enseignants qui ont dit, au début c'était dans le premier degré, au début c'est déstabilisant. Et j'y pense aussi parce que tu as parlé de cette super inspectrice de lettres, hein, et là aussi ils ont une super inspectrice IEN du premier degré qui est là en appui, en soutien, en espace pour donner du temps, y compris du temps pour aller visiter les classes, que les collègues puissent se rencontrer. Et le deuxième résultat de l'enquête, c'était que très rapidement, les enseignants ont noté un meilleur engagement des élèves, un meilleur climat scolaire et de leur part, moins de fatigue et plus de bien-être au travail. Donc finalement, ce passage, c'est quelque part faire le grand saut, hein, c'est leap of faith. Ça peut amener des choses pas miraculeuses, mais ça peut faire avancer les choses. Et c'est comme dit souvent Jérôme, c'est perdre du temps pour en gagner, en fait. Oui, la dimension du temps est cruciale dans notre histoire. C'est-à-dire que si on est dans une conception qui est il faut faire le programme de français, de sixième, et c'est ça mon travail, alors à ce moment-là, je trouve qu'on complique énormément toute la mission, parce qu'on est dirigé sur un objet qui a pratiquement aucune chance de créer de la motivation, ni de la motivation de l'enseignant, ni de la motivation des élèves. Si on se dit qu'on a le temps, alors idéalement dans mon esprit, le temps de la scolarité, pour atteindre l'objectif humaniste dont on parlait tout à l'heure, alors à ce moment-là, non seulement ça pose pas de problème, mais c'est une idée géniale de se mettre à lire pendant une semaine. Et tout peut être une bonne idée. Au fond, si c'est une idée qui est à l'intérieur de l'objectif qu'on poursuit et qui est de nature à motiver l'ensemble de la communauté, et ça c'est l'autre point, je trouve que tu disais, Emeline, qui est extrêmement important, c'est que seul on ne peut pas y arriver. Et que donc le projet dans lequel on s'embarque, il faut qu'on s'y embarque tous ensemble. Et tous ensemble, c'est aussi la notion de territoire apprenant dont tu parlais, c'est une équipe éducative qui comprend tous les adultes de l'établissement et une équipe. C'est-à-dire, ce n'est pas des individus qui font chacun de leur côté, c'est une équipe éducative, c'est des jeunes qui sont acteurs du projet, c'est des parents qui sont impliqués, c'est les associations du territoire qui connaissent le projet et qui aident à sa réalisation. C'est un territoire tout entier qui fait équipe pour aller vers le projet en se donnant le temps. Parce que sans le temps, il y a une espèce de pression qui est totalement contre-productive. C'est ce sur quoi je voulais rebondir, ce qui est aussi un gros levier, on l'a mis en place petit à petit, du coup cette année ça porte ses fruits, c'est que cette année on bosse avec tout le monde. Les parents d'élèves, je les ai fait bosser à la pré-rentrée, parce que là cette année j'ai des sixièmes qui sont venus à une autre réunion, et là on va faire un apéritif coopératif parents-prof sans les élèves qui sont là. Vous allez parler de nous? Peut-être. Et on peut venir? Non. Voilà, on a le pôle médico-social, l'assistante sociale, l'infirmière, la conseillère, la psy-EN maintenant ça s'appelle, la direction, notre surveillante référente de la classe, la CPE, et du coup dans les heures de vie de classe qu'on a transformées, tout le monde vient, enfin tous ceux qui peuvent viennent. Une fois j'ai fait une séance sur un arbre de vie avec réfléchir vers où ils voulaient aller, leurs racines. Il y avait l'assistante sociale, la surveillante référente, 2 de mes anciens élèves qui sont en première et moi. Et en fait ça change tout. Même les gamins, ils le sentent en fait. Et évidemment, les élèves aussi sont partie prenante. S'ils veulent faire une sortie, ils organisent la sortie. Donnée. Par rapport à ce que tu disais d'organiser l'arbre de vie et tout ça, je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants dans la salle. Est-ce que tu pourrais raconter un petit peu comment ton cheminement et les formations vers lesquelles tu t'es orienté, comment tu les as demandées, en soulignant d'ailleurs le rôle très important, tu as parlé de la CARDI tout à l'heure, donc cette cellule académique de recherche et développement en innovation et expérimentation. Tous les enseignants peuvent contacter leur CARDI, il y en a dans chaque académie. Ce sont des enseignants, donc ce sont des pairs, ce sont des gens qui souvent sont encore enseignants ou sont momentanément
spontanément détachés, donc qui connaissent la réalité du terrain et qui peuvent vous accompagner. Donc l'expérimentation dont je parlais à l'instant dans le 17e arrondissement, c'est à l'initiative de la CARDI. J'accompagne aussi un groupe de développement professionnel sur le bien-être à l'école à Paris, c'est la CARDI. Donc c'est vraiment des personnes ressources et qui, dans ces territoires apprenants, peuvent jouer un rôle complètement clé. Mais voilà, j'ai dévié, mais raconte-nous comment tu t'en es arrivé là. Ce que je disais, moi au début j'ai fait complètement à l'instinct à Saint-Denis, et après quand j'ai changé d'établissement, je suis dans le 94, du coup la CARDI est venue faire une formation dans le collège sur l'hétérogénéité, la gestion de l'hétérogénéité, et c'est là que tout a été bouleversé pour moi, parce que du coup j'ai pu voir la théorie aussi, plus d'autres pratiques, d'autres méthodes. Et après c'est moi qui ai lu, parce que je sais pas vous, mais moi personnellement à l'UFM, parce que moi c'était l'UFM à l'époque, j'ai eu 0 formation, genre freinée, j'ai découvert des années après, il y a que les CPE quasiment qui ont ça comme formation, c'est pas normal, mais voilà. J'ai pu voir ça, j'ai pu voir une communauté de pratique, donc des gens avec qui échanger, parce que j'étais très seule dans mon collège du 94 là-dessus. Et du coup, la CARDI, après, je me suis volontairement inscrite à que des formations pro et sur le bien-être des élèves, donc l'empathie, les neurosciences, donc sur la motivation, choses comme ça, ou moi en dehors, avec Savoir-être à l'école, qui est une association voilà, où j'ai fait des formations dessus pour moi. Et c'était quoi la question ? Non, c'était quelle formation et voilà. Comment tu en es arrivé là pour que des personnes qui auraient envie de transformer leur pratique. Et puis la CARDI a accompagné tous mes projets en fait sur la coopération. Donc les classes coopératives, ils viennent plusieurs fois par année, puis ils me donnent des conseils, et maintenant je fais partie de la CARDI avec eux. Et en fait, c'est vraiment un levier, la CARDI, parce qu'ils sont déjà très théoriques et pratico-pratiques. Donc quand on sort d'une formation CARDI, on sort avec la date de la prochaine réunion et avec des outils concrets qu'on a co-construits. Je préviens, parce que la première fois, ça m'a complètement troublée, il y a 7-8 ans. Elles nous ont fait faire les choses. Je dis, mais moi, je veux qu'on me donne. Mais en fait, non. Bon élève, hein. Ouais, j'ai ma première de la classe, hein, donc moi, je veux qu'on me donne. Et en fait, non, c'est beaucoup mieux, et du coup, on apprend à faire. Et c'est vrai qu'on applique cette méthode-là maintenant avec le petit groupe de collègues investis. Quand on fait des réunions régulières, comme tu disais, au collège, on co-construit. Il n'y a que ça qui peut fonctionner. Donc les débats philo, c'est la CARDI. Les classes co, c'est la CARDI. Les classes sans notes, c'est la CARDI. Enfin, voilà. Alors, je voudrais rebondir sur ce que dit Emeline, parce qu'il y a 2 très bonnes nouvelles dans ce que tu dis. La première nouvelle, c'est que sur le sujet qui nous intéresse, comme sur tous les autres, donc sur la motivation comme sur tous les autres sujets, en réalité, il n'y a rien à inventer. Donc on n'a pas besoin d'être frappé par une lumière divine pour arriver à produire un résultat. Tout existe, tout a été pensé. On parle de Freinet. Freinet, ça fonctionnait il y a un siècle, c'est très documenté, on sait ce qui se passe. Donc on n'a pas besoin d'inventer. Je vous encourage d'ailleurs à réfléchir, vous l'avez fait sûrement, à cette idée d'innovation qui devient une espèce d'injonction, où on dit pour réussir dans ce métier, il faut innover. Moi, je crois qu'il faut changer souvent. Il faut changer sa posture, il faut changer sa manière de faire, mais innover pas tellement. Il y a très peu de chances qu'on arrive même à inventer quelque chose de complètement neuf sur le sujet de l'éducation, qui a été très profondément pensé depuis Socrate. Et il y a des gens très intelligents depuis 3000 ans et qui ont dit des choses formidables. Donc inventer, j'y crois pas des masses. Puis la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il y a des tas de ressources autour de nous, de gens extrêmement compétents qui peuvent nous aider à mettre en place les choses qu'on identifie comme étant des bonnes idées. Et donc, repérer les bonnes idées, s'appuyer sur les gens compétents, c'est pas si difficile que ça à faire finalement. Il faut juste trouver l'entrée en fait. Mais après, trouver l'entrée. En fait, moi, il se trouve que c'est. Voilà, mais après, je faisais des choses, juste ça m'a structuré. Mais après, rien qu'avec l'envie, on peut faire des choses. Moi, je leur faisais de la pédagogie de projet sans savoir que c'était de la pédagogie de projet à Saint-Denis. C'est peut-être ce qui est le plus difficile pour le moment où on veut changer de posture, changer de manière d'être, surtout si on a été un bon élève. Je trouvais très intéressant ce que tu disais, le fait de co-construire, c'est finalement le fait d'être responsable, de prendre ses responsabilités. Et quand on a été à l'école, depuis qu'on a 3 ans, voire plus tôt, on nous dit ce qu'on doit faire tout le temps. Et on nous dit si c'est bien ce qu'on a fait. Et donc, on finit par développer un espèce de besoin de validation externe de nos actions, de nos décisions, de tout ce qu'on fait. Et encore à l'école, quand on est enseignant, on a un inspecteur qui vient nous dire si c'est bien ou si c'est pas bien. En général,
Non. Avant, il y avait des inspecteurs qui disaient ce qui n'était pas bien, mais maintenant, ils ont quand même beaucoup changé. Il y en a vraiment beaucoup. Pas tous. Ah. Et donc, voilà, ce que je voulais dire, parce que par rapport à la motivation, c'est vraiment important, c'est de pouvoir se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, quelle responsabilité je prends, je vais faire des erreurs au passage et je vais apprendre de ces erreurs et j'ai le droit de me tromper. Donc ça aussi, c'est un élément assez important, je pense. Oui, c'est ça, c'est que moi j'ai testé des trucs avant de faire les classes de coopération dans mes classes, ça a raté. Ou il y a un truc qui marche bien avec la troisième bidule et qui rate avec la troisième machin, c'est pas grave. Hein. Ils sont tout à fait prêts à accepter et à pardonner en fait les élèves tant qu'ils voient qu'on essaye pour eux et avec eux en fait. À condition qu'on leur applique le même traitement. Oui. Et au fond, ça renvoie à cette idée que la motivation des enseignants et la motivation des enseignés, finalement, c'est la même chose. Et par exemple, le statut de l'erreur. C'est-à-dire montrer aux jeunes qu'on accepte sa propre erreur comme étant du matériel pour apprendre et que donc on accepte l'erreur des élèves exactement de la même manière et même qu'on favorise la production d'erreurs par les élèves parce que on sait très bien qu'on ne peut pas apprendre sans ça. Et c'est le même exemple que celui du téléphone, mais l'éducation c'est l'exemple et ce qui marche pour les uns marche pour les autres et inversement. Oui, et d'ailleurs ils sont toujours étonnés les élèves. Alors moi ils refont le devoir jusqu'à ce que ça soit bon. Et du coup, par exemple des difficultés, moi je me suis heurtée à plein de collègues, même encore cette année en conseil de classe, qui tes moyennes sont drôlement hautes. Bah oui, ils ont fait le travail jusqu'à ce que ça soit bon. Le but d'un prof, c'est de faire réussir l'élève, pas de lui dire t'as 2, t'as 2. T'as 2, voilà. Donc tant pis, moi ils refont. Enfin, voilà. Donc pour vous dire, on parlait des difficultés, on ne changera pas la planète entière, hein, ça c'est sûr. Et j'essaye juste de m'accrocher au fait que je crois que c'est mieux. Donc j'ai réexpliqué que ce que les élèves avaient acquis en faisant 3 fois la rédaction, ils l'avaient acquis définitivement. Donc ils ont 17, ils ont 17, ils savent, déjà la note m'intéresse pas en soi, mais de toute façon ils ont réussi. Et sur ce que tu disais sur le cycle, moi j'avais rencontré une fois, c'était, je crois qu'on s'était vu à une soirée sur l'éducation à nature et découverte, des institutrices d'une école à Verrières-le-Buisson, c'est aussi la maison de repos des profs, mais voilà, et qui s'étaient organisées, et elles en fait, chacune d'elles prenait sa classe du CP au CM2 pour sortir du côté, il faut boucler l'année, et du coup elles se disaient, elles ont toutes les années du primaire pour aller jusqu'aux objectifs. Mais voilà, il y avait une équipe qui était complètement d'accord pour le faire, mais je trouvais ça génial. Ah oui, ça c'est parfait ça. Idéalement, il faudrait même aller jusqu'au brevet, c'est-à-dire en disant on a un repère qui est le socle, qui est mieux que l'addition des programmes disciplinaires, et on dit notre mission c'est l'acquisition du socle, et on prend tout le temps de la maternelle au brevet pour réussir cette mission-là. Ça c'est à mon avis le mieux. Voilà, et ça aussi, c'est des changements de posture qui ne peuvent pas se faire seuls, qui se font nécessairement à l'échelle d'une équipe entière, d'un établissement. Et je me souviens d'une jeune collègue du sud de la France qu'on avait rencontrée, qui avait été très inspirée par le livre de Jérôme Salté et André Jourdan, qui s'appelle « Changer le collège, c'est possible, et pour nos enfants, c'est urgent ». Et dans cet ouvrage que moi j'ai trouvé très inspirant personnellement, il y a notamment l'idée de sortir de la classe pour avoir des groupes de référence. Et vous avez tous, je suppose, les enseignants, ou avez actuellement des classes hétérogènes, avec des enfants qui caracolent en tête, et puis des enfants en difficulté, et la difficulté de nourrir ceux qui caracolent en tête, la difficulté de soutenir ceux qui ont des difficultés, et finalement vous essayez de vous occuper à peu près de ceux du milieu, pas tant pis pour les autres, on fait de la différenciation, mais c'est pas facile. Et donc dans ce projet, il y a l'idée de groupe de niveau, ce qui fait qu'un élève de 6e peut tout à fait aller faire des maths avec les 5e s'il est fort en maths, reprendre éventuellement les fondamentaux dans l'idéal d'une école du socle, en retournant en CM2 s'il y a besoin. Mais en fait, avec des groupes peut-être multiniveaux aussi. Je te laisse préciser, Jérôme. Oui, en fait, l'idée est de s'affranchir de la dictature de la séparation en classe. On voit bien à quoi elle sert, la séparation 6e, 5e, 4e, 3e. Elle sert à massifier l'éducation. Et ça, on l'a très bien réussi. Faut pas oublier quand même qu'on a eu un petit problème un jour à résoudre, qui est de faire passer l'éducation d'un sujet qui concernait une toute petite élite à un sujet qui concernait 12 millions d'enfants. Et donc on s'est mis en tête de créer une organisation qui permettait ça. L'organisation en classe, avec un programme dans chaque discipline et dans chaque classe, permet ça. Elle permet même un certain confort
là-dedans. Aujourd'hui, on a des moyens de réfléchir autrement et en effet, on identifie cette organisation en classe comme étant à la fois un problème sur le temps qu'on se donne, et surtout qu'on ne se donne pas en l'occurrence, et puis un problème sur le terrain de la différenciation. Et ça, je crois que c'est très difficile de partir de cette idée de motivation en disant on va motiver tout le monde avec un mécanisme, une organisation, une façon de faire. Dès lors qu'il faut varier ces façons de faire, ces mécanismes, ces routines, à ce moment-là, l'organisation fermée est un frein. Et donc on peut très bien imaginer qu'on a ce que tu as appelé ou ce que j'ai appelé les groupes de référence, c'est-à-dire en fait des groupes de vie d'élèves multi-âges, mais ensuite répartir les élèves en fonction d'objets pédagogiques qui sont adaptés à leurs besoins à un moment précis. Ça peut être des groupes de niveau, ça peut être des groupes de projets. C'est même très souvent des groupes de projets. Si on construit ensemble une éolienne, on voit bien tout ce qu'on va faire en termes de physique, SVT, mathématiques et même français, etc. Et on n'a pas besoin de le faire avec des gens qui ont le même âge que vous. Donc vous pouvez créer un groupe de projet qui va être un groupe d'apprentissage très puissant et très rapide, sans être coincé par une organisation en classe. Il faudrait pas mal de temps pour se raconter le truc dans le détail, mais enfin, le principe, c'est ça. Déjà, il y a qu'à voir dans la guerre des boutons, quand ils ont leur cabane, en fait, ils reparlent des parallèles, des formes, voilà. Mais oui, et je discutais avec une prof qui est au Liban dans une école française, ils disaient que justement, eux, c'est mon rêve. En fait, il n'y a pas de classe d'âge. En fait, ils prennent ce dont ils ont besoin dans les matières. Donc, ils vont prendre un module de maths et il n'y a pas, c'est tu es niveau CM2, parce que alors, ça, pour la motivation, voilà. C'est je suis à ce niveau-là, je vais prendre ce module de maths-là, je vais prendre ça en physique, ça en français. Je trouve ça génial. Et si ça vous intéresse, sur Internet, on le trouve maintenant, Paroles de décrocheurs. Dans l'épisode 4, ils sont tous intéressants, mais là, par rapport à ça, c'est dans l'épisode 4, il y a un ancien élève qui s'appelle Hervé, qui avait 22 ans, mon témoignage, et c'est un élève fils de prof, donc qui déjoue un peu toutes les probabilités, et qui s'est mis petit à petit en échec scolaire, et on voit, même à son débit de parole, on voit qu'il est assez lent, il a besoin de plus de temps, qui n'est pas le temps scolaire. Et du coup, il se met en décrochage scolaire, il arrête l'école en seconde parce qu'il a redoublé, il avait 16 ans, donc on ne le force pas à retourner à l'école. Et après, il reprend grâce à la mission de lutte contre le décrochage scolaire, et finalement, il passe son bac à 21 ans. Donc, il ne rentre pas dans les clous, hein, 21 ans, voilà. Et maintenant, il est ingénieur, il s'occupe du laser à l'Observatoire de Paris. Moi, cette histoire de temps, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse profondément, qui reste beaucoup à faire bouger. Je sais que ça bouge un peu dans les collèges-co, ne serait-ce qu'avec les périodes de 1h30 au lieu de 1h, où c'est pas très pratique. L'accueil des élèves de 8 à 9. Enfin, moi, je trouve ça aberrant. Si nous, on est épuisé avec un prof, comme me dit mon chéri présent dans la salle, c'est que ça se reconnaît au CERN. Si nous, on est épuisés, eux aussi, en fait. Nos horaires sont pas bienveillants. C'est-à-dire que la bienveillance, c'est pas juste parler gentiment aux élèves, c'est aussi la façon de les traiter, la façon de leur faire leurs devoirs, la façon de les accueillir, et le temps. Pour moi, le temps, c'est un facteur fondamental. Et il permet d'ailleurs, le temps permet, et seul le temps permet, de combiner la bienveillance et l'exigence. Si vous n'avez pas le temps, vous êtes ou exclusivement bienveillant ou exclusivement exigeant. Si vous prenez le temps, vous êtes les deux. Et même, vous mettez la bienveillance au service d'une exigence qui est une exigence très renforcée. Si on dit on fait un projet qui va de la maternelle au brevet, dont l'exigence est l'acquisition de 100% du contenu du socle commun, vous êtes dans une exigence qui est très supérieure à celle qu'on accepte aujourd'hui en disant, avec 10 de moyenne, on fait tout le parcours scolaire jusqu'au bac. Et cette exigence-là n'est possible que si vous prenez le temps en question. Sinon, on perd. Sinon, on va réussir le projet pour les 20% d'élèves qui sont spontanément adaptés au mode de fonctionnement qu'on va adopter. Voilà, je crois que ça va être l'heure de donner la parole à la salle. Je voudrais juste te remercier, Emeline, particulièrement d'avoir partagé aussi cette question sur l'absence de motivation. On a parlé de motivation, mais de pouvoir aussi accueillir les périodes où le contexte fait que c'est moins facile. Et c'est pas parce que vous avez une baisse de motivation pendant une période, parce qu'on traverse tous des moments de vie difficiles, que ça va pas revenir ou que vous n'allez pas réussir à trouver le cadre qui va vous permettre de la retrouver, cette fameuse motivation. Je donne la parole à la salle. Je crois qu'il y a un micro qui circule. Claudia, ouais. Merci de prendre la première prise de parole, c'est jamais facile. Bonjour, j'aimerais savoir,
en savoir plus sur votre projet de collège innovant? Ah bah oui, c'est pas une mauvaise question. Mais en même temps, je voudrais... Ouais. Bon, bref. Dans le Val-Fouré, à Mantes-la-Jolie, il y a 2 collèges en grande difficulté. Et le département des Yvelines a identifié qu'il fallait fermer ces 2 collèges. Pour décrire la difficulté, c'est des collèges 900, tous les deux, c'est-à-dire de 900 places, dans lesquels il y a 250 élèves chacun. Et donc, bon, il y a une difficulté qui dure depuis des années et des années. Beaucoup de tentatives ont été faites, rien n'a fonctionné. Et donc, la décision qui a été prise est de fermer ces 2 collèges et d'en créer un à côté, tout neuf, avec un projet tout neuf. Et donc le département des Yvelines m'a demandé si notre projet de collège, qui est dans le bouquin qu'a gentiment rappelé Pascal, si ce projet pouvait être la base du nouveau futur collège de Mantes-la-Jolie. Et j'ai dit oui à 2 conditions. Première condition, que ce soit un projet commun de l'académie et du département, c'est-à-dire que la collectivité et l'éducation nationale créent un pilotage commun auquel je participe. Pourquoi ? Parce que ce pilotage commun permet d'avoir un projet cohérent de A à Z, y compris les locaux. C'est-à-dire en fait d'éviter ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire une collectivité qui construit un engin et qui le donne à l'académie, à l'éducation nationale, qui en prend possession et qui découvre en même temps que les élèves, je caricature un tout petit peu, l'engin. Donc ça, c'était une première condition. Et la deuxième condition, c'était qu'on se mette dans un processus, grâce à ce pilotage commun, de co-construction du projet. C'est-à-dire qu'on refuse l'idée qu'on parachute, en gros, le contenu de notre bouquin sur des équipes dont la mission aurait été de l'exécuter servilement. Puisque ça, on sait que ça ne marche pas. Et donc, on se donne le temps de la construction du collège, qui sera terminé en septembre 2021, pour, avec les équipes en place, tenter un travail extrêmement compliqué, qui est le travail de construction d'un projet à partir d'une colonne vertébrale que j'ai écrite dans un premier temps, mais qui tient sur une feuille, et qui était très importante à écrire parce qu'il fallait justement qu'elle s'impose au projet bâtimentaire, à l'architecte. Alors je vous donne juste les têtes de chapitre de la colonne vertébrale. Il y a 5 piliers. Le premier pilier, c'est le pilier de l'essentiel. Qu'est-ce que c'est que l'essentiel qu'on cherche à faire acquérir aux élèves? Et c'est une combinaison de savoir, de savoir-faire, de savoir vivre ensemble et de savoir apprendre. Apprendre à apprendre étant essentiel. Le tout sous l'ombrelle du socle commun, comme je l'ai dit, de l'essentiel. Le deuxième pilier, c'est la différenciation. Il n'y a pas 600 élèves dans ce collège, il y a 600 fois un élève. Et donc l'équipe éducative qui fonctionne en équipe éducative est dédiée à l'accompagnement de chacun des 600 élèves et sa professionnalité, c'est ça, essentiellement. Et les savoirs dont nous disposons sur le plan académique sont au service de ce mouvement-là et pas le contraire. Ça veut dire beaucoup de choses, c'est bon. Le troisième pilier, c'est le pilier du positif. C'est-à-dire créer un environnement positif où justement on conserve le désir d'apprendre. En matière de motivation, il y a un truc qu'il faut rappeler, c'est qu'on a tous la motivation au départ. Les enfants à la maternelle, ils sont hyper motivés. Et les enseignants, quand ils rentrent dans le métier, ils sont hyper motivés. On est tous motivés. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est éviter de perdre cette motivation. Donc de perdre la flamme du désir d'apprendre, en réalité. Et au collège, en général, on a cristallisé cette perte. Enfin, pas en général, mais assez souvent. Donc, comment on fait pour ne pas perdre le désir d'apprendre ? On évite les routines. On crée des emplois du temps qui s'adaptent aux besoins des élèves et pas le contraire. On a un statut de l'erreur qui est très puissamment pensé et qui permet une évaluation positive, exigeante et bienveillante, etc. Donc, le positif. Il y a un quatrième pilier qui est le pilier des moyens bâtimentaires, le mobilier, le numérique. Tout ça au service du projet. Et le cinquième pilier qui est arrivé dans le processus de co-construction, qui montre bien d'ailleurs que c'est un processus actif, qui est le pilier du territoire apprenant, ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au début, on était parti sur l'idée de créer un collège. Et on s'est dit, si ce collège est une bulle expérimentale au milieu d'un quartier qui n'est pas concerné, on va, surtout dans un quartier comme le Val-Fouré, on va à l'échec. Et donc, il faut absolument intégrer tout le quartier. C'est-à-dire, en fait, il faut que le collège soit au service de la réussite du quartier et le quartier au service de la réussite du collège. Mais enfin bon, après, il y a beaucoup de détails à mettre en place et
Mais voilà. Voilà, c'est une grande aventure et comme Jérôme m'a demandé d'en parler tout à l'heure, j'en profite pour dire que être un territoire apprenant ou une communauté apprenante, c'est aussi partager, apprendre les uns des autres de nos expériences respectives. Et il se trouve que en grande partie grâce à nos échanges avec Jérôme aussi, l'idée de créer une lab school publique. Alors une lab school, c'est une école qui est adossée à une équipe de chercheurs ou à un campus universitaire. On a lancé l'idée d'en créer une sur le futur grand campus Condorcet qui va sortir de terre, qui ouvre le 26 août 2019. Et il se trouve que le 7e collège d'Aubervilliers ouvre, je pense, l'année suivante. En tout cas, il est en cours de construction. Et on va là aussi co-construire un projet pédagogique avec l'aide de la Cardi, toujours elle, avec l'aide de chercheurs, d'enseignants. Jérôme fera partie aussi du comité, et Emeline aussi, j'espère. Et donc, vraiment avec l'idée de co-construire ensemble. Et donc, vous, tous autant que vous êtes, vous avez tout à fait la possibilité de rejoindre des projets, des communautés apprenantes, ou bien d'être à l'initiative de projets qui vont pouvoir voir le jour et contribuer à la diffusion, à l'essaimage et au partage au transfert de connaissances. Voilà, voilà. Vous m'entendez? Ah, excusez-moi, vous m'entendez. Je pense que j'ai une double question. Enfin, ça va revenir peut-être à la même chose. Je me suis beaucoup reconnue quand vous parlez de solitude et de sentiment d'être seule face aux institutions, etc. Moi, j'ai des collègues qui veulent travailler, qui se posent les mêmes questions, qui veulent travailler de la même façon. On a quand même un gros souci au niveau des directions qui sont pas forcément... C'est pas qu'elles soient pas à l'écoute, c'est qu'elles ne nous donnent pas les moyens. Moi, j'ai été force de proposition. J'ai eu des rendez-vous avec ma direction, ma hiérarchie. J'ai proposé des choses. On m'a répondu « Ah oui, mais non, mais c'est pas agréé, éducation nationale. Mais on va faire venir une formation. » J'ai eu la dite formation, c'était nul. Voilà. Un ensemble de choses comme ça. Les emplois du temps, on va me répondre « Ben oui, mais on ne peut pas aligner les emplois du temps comme vous le demandez parce qu'on a un problème de salles. » De nombre de salles. Quand le collège a été construit, et on a oublié un petit peu qu'il y avait 7 profs de français, on n'a fait que 5 salles. Donc, alors, vous pouvez avoir ce que vous demandez, mais vous renoncez à votre propre bien-être et vous venez tous les matins à 8h, 5 jours par semaine, etc. J'ai aussi un peu pensé à ma fatigue. Voilà, il y a un ensemble de choses. Et moi, je suis dans un bled du Gâtinais, je ne suis pas parisienne, voilà. Est-ce que ces moyens-là, je les ai? Est-ce que je peux amener ma direction à faire des démarches? Parce que je n'ai pas le pouvoir sur ma chef, par exemple. On a une sous-chef qui était innovante, elle s'en va. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Oui, alors les conditions idéales ne sont pas partout. Moi, c'est pareil, les salles, c'est la même chose. Donc ça, on a dû renoncer. Moi, mon heure de vie de classe, elle est le vendredi de 4h30 à 5h30. On n'a pas tout non plus, voilà. Donc après, on bidouille des choses entre nous. Pour les textes, il y a... C'est-à-dire que moi, par exemple, je refuse, je pense que vous êtes d'accord, je refuse de me cacher derrière l'école, il faut faire des changements, donc on fait rien. Donc on peut faire, et en fait, on a tous les textes possibles et imaginables pour s'appuyer sur tout. Coopération, on la trouve notamment dans la loi de refondation de l'école. L'individualisation, on la retrouve partout. Le décrochage scolaire, depuis le traité de Lisbonne, on le retrouve partout. Les débats philo, il y a une grosse page sur Eduscol, sur la pensée critique. C'est juste qu'il faut absolument... Les chefs aiment bien les textes. Pour être honnête, moi j'ai eu quasiment que des chefs qui ne voulaient pas, jusqu'à ce qu'on me dise la même chose, à la Cardi toujours. Et donc maintenant je me sers des textes pour dire si, c'est possible. Donc au début, elle m'a laissé faire en petit, tout en étant un peu frileuse. Le jour où la DAZEN lui a dit « Formidable la coopération », elle me voit en me disant oh, « Oui, la DAZEN a dit c'était bien », et du coup maintenant c'est dans le projet d'établissement. Donc il faut y aller petit. Après, c'est ça, il faut être honnête, 90% des chefs, c'est ça. Désolé si vous êtes chef, mais... Ouais. C'est aussi parce qu'ils ont des chefs au-dessus d'eux. Oui, voilà, c'est une zone tampon. Mais après, comme vous disiez, on retrouve quelques chefs innovants partant pour tout, sinon il faut s'adapter. Donc moi j'ai ça. Et du coup, ça est venu petit à petit. Au début, je faisais de la coopération juste dans mes classes et il n'y avait pas de classe coopérative. Après, j'ai réussi avec des changements de collègues, changements de chefs, à avoir un petit noyau. Mais encore une fois, on a des opposants dans le collège. C'est pas parfait non plus. Voilà. Et il y avait quoi d'autre à part les textes? Les salles, donc nous on n'a pas de salle non plus, donc on se débrouille comme on peut. L'autre fois on a pris sur une heure de cours d'une collègue et on a rattrapé ailleurs pour faire l'heure de vie de classe à 4. Mes élèves sont venus, eux ça les arrange le vendredi soir, mes anciens élèves sont venus, l'assistante sociale, donc on s'adapte pour ça. Et par contre les horaires, ça je vous disais, moi le temps c'est mon rêve parce que ça mes chefs m'ont dit c'est pas possible, on peut pas faire ça. En vrai on peut, mais en tout cas voilà. Donc on peut faire des choses, il faut juste savoir qu'on ne pourra jamais tout avoir d'un coup tout de suite.
Mais avec ce qu'on peut faire, on peut faire beaucoup de choses, hein, déjà. Il y a une chercheuse qui a beaucoup travaillé sur l'innovation de manière générale et l'innovation pédagogique en particulier, qui s'appelle Françoise Cros, qui est professeure émérite au CNAM. Et ce qu'elle dit, c'est que l'innovation suscite toujours des résistances. Alors je ne sais pas si c'est toujours, et peut-être pas non plus tout le temps. Mais de fait, je pense que toutes les personnes qui ont cherché à transformer des choses se sont heurtées aussi à des peurs et à des résistances. Et que donc il faut persévérer, ou il faut faire preuve, je cite encore Jérôme, d'ardente patience, hein, qui cite lui-même Rimbaud. Oui, enfin, la clé quand même, c'est que rien n'est interdit, presque rien n'est interdit. Les choses qui sont interdites à juste titre. C'est-à-dire, on ne peut pas être violent vis-à-vis. Enfin, oui, mais il y a aucun. Tout ce dont j'ai parlé, supprimer 6e, 5e, 4e, 3e, c'est parfaitement possible. Dans l'éducation nationale publique. Je ne vous parle pas de projets privés hors contrat. C'est parfaitement possible. Donc quelqu'un qui vous répond c'est interdit, en général, le fait à tort. Le deuxième niveau de résistance, c'est en général, c'est pas forcément interdit, mais ça va être tellement difficile, tellement inconfortable, qu'on va refuser de le faire. Et là, c'est pas faux. C'est-à-dire qu'en effet, il y a un inconfort toujours. C'est-à-dire que le fait de se lancer dans un travail de changement, d'innovation, c'est forcément inconfortable. C'est la rupture d'un confort, toujours. Quand vous déménagez, même si c'est pour aller à 50 mètres de là où vous êtes, vous vous mettez dans une position d'inconfort et vous avez une résistance personnelle. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises par rapport à ce changement-là. Et l'autre truc, c'est... Donc ça, il faut essayer de le dépasser. Et par rapport à la direction, à mon avis, évidemment, l'idéal, c'est une direction enthousiaste qui soutient le mouvement. Quand on ne l'a pas, il y a souvent quelque chose qu'on peut obtenir, c'est une espèce de neutralité relativement bienveillante. C'est-à-dire, écoutez, si vous voulez, allez-y. Ça, vous pouvez l'obtenir. Le truc que vous ne pouvez pas faire quand vous entendez ça, c'est y aller toute seule. Et donc ensuite, il faut absolument créer, ne serait-ce que, tu disais, un noyau, ne serait-ce qu'un petit noyau de gens. J'ai vécu ça, j'accompagne une jeune enseignante qui fait partie d'une association qui s'appelle Le Choix de l'école, qui est relativement jeune diplômée, et elle fait sa 3e année d'enseignement. Et les 2 premières années, elle les a fait dans un collège où, premièrement, la direction était réfractaire, et deuxièmement, personne ne travaillait en équipe. On refusait le travail d'équipe. Elle était malheureuse comme les blés. La motivation, 0. Elle a pensé arrêter. Et elle a été nommée dans un nouveau collège où elle est arrivée en septembre dernier, où il y a une direction relativement bienveillante, pas tellement motrice, mais relativement bienveillante. Et elle a trouvé un petit noyau, parce que dès qu'elle est arrivée, elle a constitué ce petit noyau, et elle revit. Et ils font des choses à l'intérieur de ce petit noyau. Et des choses qui sont extrêmement transformatives. Et juste 2 pistes, n'y allez pas seul. Si vous êtes justement avec des collègues motivés, appuyez-vous sur la force du groupe. Faites un écrit. Des écrits avec des propositions que vous envoyez par mail et vous allez après discuter ensemble, ça fait des traces. Et aussi, vous pouvez faire une saisine Cardi sur votre site de la Cardi. Ils ont tous, en tout cas sur l'Académie de Créteil, il y a. Et pour demander à venir. Donc c'est quelqu'un d'extérieur, ça a souvent un impact différent. Et vous serez sûr d'avoir une formation qui sert à quelque chose. Voilà. Ou le décrochage scolaire aussi, on se rejoint beaucoup, Cardi et décrochage scolaire. Là, il y avait encore beaucoup de questions. Oui, monsieur là-bas. Oui. Je crois qu'il nous reste une dizaine de minutes, donc on va essayer de faire des réponses brèves et des questions brèves, hein, parce qu'il y avait beaucoup de demandes de prise de parole. Oui, alors bonjour. L'atelier s'intitule Élèves enseignants tous motivés. Personnellement, j'ai quitté l'éducation nationale pour défaut de motivation de ma part, défaut de motivation des élèves. Et j'ai l'impression que là, vous dites des choses encourageantes, mais le tempo de l'éducation nationale est tout de même un peu lent. Par exemple, vous dites que beaucoup de choses sont possibles. Moi, j'étais prof agrégé de maths pendant 19 ans. Et j'aurais eu à cœur, évidemment, d'enseigner d'autres matières, parce qu'on peut enseigner sans être expert, d'enseigner en décloisonnant les niveaux, d'enseigner plein de choses. Et bien, c'est ce que j'ai fait, mais ça m'a nécessité quoi ? De démissionner. Hein, c'est-à-dire que j'ai fait un petit quelque chose hors contrat qui prend sens à la fois pour moi et pour les élèves, qui est un inconfort, donc je témoigne, qui est en partie un inconfort, mais qui est en grande partie aussi un confort et une joie.
j'en découvre énormément et je trouve ça beaucoup plus exaltant que d'apprendre des recettes, que exponentielle x fois exponentielle 3x égale exponentielle 4x à un élève qui ne sait pas ce qu'est une multiplication n'a pas beaucoup de sens. Et l'éducation nationale en est là. Et un autre rêve, et je pense, là vous ne l'avez pas évoqué, mais nos jeunes ont beaucoup de... Est-ce que vous pouvez poser votre question, monsieur, s'il vous plaît ? Êtes-vous pas un peu déçu par le tempo? Parce que là, vous nous parlez de projets et de possibilités, mais il y a en réalité, à mon avis, beaucoup d'impossibles quand même. Voilà. Alors, moi, je voudrais faire à la fois un témoignage très rapide et puis répondre à la question. Le témoignage très rapide, c'est que moi aussi, j'ai contribué à la création d'une école privée hors contrat après avoir eu l'idée de créer une lab school. Je suis allée voir en 2015 l'Élysée, le ministère de l'Éducation nationale, le rectorat, enfin tout le monde. Et tout le monde trouvait ça très intéressant et il ne se passait rien. Donc j'ai eu un peu le même sentiment que vous, c'est que, à un moment, si on veut faire les choses, il faut les faire en dehors de l'institution. Malheureusement, en dehors de l'institution, ça veut dire aussi qu'on réserve ça à une poignée de personnes qui vont se lancer avec vous dans l'aventure. Et donc mon souhait, c'était le plus rapidement possible de pouvoir essaimer dans l'éducation nationale. Et finalement, le fait d'avoir fait cette petite école hors contrat, poil à gratter, comme je l'appelle souvent, ça a eu pour effet aussi que le concept a intéressé l'éducation nationale, que un an après, à peine, il y a un lycée dans l'académie de Dijon à Montceau-les-Mines, Montceau-les-Mines qui s'est transformé en lab school en travaillant avec des chercheurs, et que ce projet d'Aubervilliers qui est en train de naître, même pas 2 ans après, on en est à faire des réunions de travail pour construire. Donc je pense que ça bouge finalement assez vite, même si c'est pas facilement perceptible. Bonjour, on a beaucoup parlé des collèges. Moi, je viens de l'élémentaire et en fait, je fais une reconversion, donc je suis professeur des écoles. Et actuellement, en grosse démotivation, donc je découvre que ma voisine aussi est dans le même cas que moi, en burn-out. Donc je me pose la question, donc ça fait suite un petit peu, est-ce que je reste là ou est-ce que je m'en vais dans le village des écoles pour essayer de voir s'il n'y a pas autre chose, parce que moi, je suis vraiment démotivée et fatiguée, épuisée, parce que en fait, ce qu'on nous demande dès le départ, c'est effectivement de suivre un programme, de rentrer dans les cases, faire des fiches de prep. Moi, j'ai rien compris à tout ça. Je venais de pas du tout ce milieu-là. J'ai fait juste un concours, on m'a balancé dans une école directement, sans m'apprendre quoi que ce soit. Donc moi, j'ai fait comme j'ai senti, par projet. Donc quand je vous entends parler, j'ai envie de pleurer parce que c'est ce que j'avais envie de faire. Mais, j'ai pas suivi le programme. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais quand même appris ce qui était dans le programme sans m'en rendre compte, parce que c'était, je sais pas, logique, évident. Mais par contre, c'était pas du tout du goût de tout mon entourage, qui était pas forcément, pas du tout sympathique avec moi, qui avait plutôt envie de me pousser dehors. Ouais, donc j'ai vraiment dû m'accrocher fortement, ce qui m'a valu un burn-out parce que j'en pouvais plus. Mais voilà, donc la question c'est comment est-ce qu'on reste dans l'institution, parce que moi aussi j'ai pas envie d'aller dans un petit groupe. Voilà, je suis dans le 93, et ces élèves je les trouve vraiment attachants et j'ai envie de rester là aussi. Mais comment on fait ces bonnes rencontres? Comment on n'est pas tout seul à se dire voilà, j'ai plus envie c'est fini, je mets une croix dessus et je change de boulot. Oui. Voilà. Donc je pense qu'il y aurait beaucoup de réponses possibles, mais il y en a déjà quelques-unes qui ont été glissées au passage. La première chose que vraiment j'ai envie de vous dire, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution pour tout le monde. Chacun va trouver sa solution. Monsieur a créé une structure hors contrat. Vous allez peut-être rencontrer des gens formidables. Je finis. Des gens formidables dans le village des écoles. Il y a partout des gens formidables. Et moi, je ne suis vraiment pas dans une opposition publique-privée. Même les élèves vont faire leur cheminement à travers les 2 structures de l'institution. Tous les exemples que j'ai donnés tout à l'heure sur la circonscription 17 de Paris, par exemple, c'est dans le 1er degré. Et je pense qu'il y a des groupes de travail, il y a l'ICEM, il y a donc l'ECARDI, il y a des forums. Donc Emeline, tu peux peut-être donner des pistes aussi. Oui, il y a plusieurs groupes de travail à la CARDI, à la MLDS, mission de lutte contre le décrochage scolaire. Et après, il faut farfouiller sur Internet ou aller faire des formations. Moi, j'ai formé, là, on a donné une formation coopération avec plusieurs collègues intéressés. On fait un drive pour travailler dessus, par exemple. Est-ce que je peux juste lire? C'est pour ça que j'étais pas mal polie, je cherchais une citation exacte, parce que moi, à chaque fois, je la relis, ça m'encourage. C'est une citation de Gandhi, que j'aime beaucoup. D'abord, ils vous ignorent, ensuite, ils se moquent de vous, après, ils vous combattent, et enfin, vous gagnez. Alors, le côté victoire me plaît moins, mais par contre, voilà, non, c'était pas pour être applaudi, c'était juste que, du coup, parce qu'on a souvent ça, en tout cas, dans le public, où la posture est dure à changer.
Et moi, ça m'aide à m'accrocher parce que moi, mes collègues, il y a des grosses oppositions parfois. Donc voilà. Voilà, alors merci beaucoup à tous. Et en fait, ce qu'on a entendu aussi, c'est qu'il y a effectivement de la souffrance. Et donc, il ne s'agit pas d'avoir un discours iréniste et de dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Par contre, que tous ensemble, je pense qu'on peut construire un monde meilleur à défaut d'un monde parfait. Un grand merci à toutes et à tous. Bonne suite de salon.